Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes présents aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de la génétique, l'harmonie du vivant. J'ai mis cette petite phrase en introduction: la science moderne nous apprend que tout est vibration. Lorsqu'il y a une vibration, il doit y avoir un son. Donc vous n'êtes pas juste une vibration, vous êtes aussi un son. Alors c'est une phrase de Sadhguru, donc c'est un penseur spirituel indien que j'apprécie particulièrement. Et je trouve que cette phrase fait sens dans le sujet qu'on va aborder. Dans le sens où, voilà, on nous dit qu'en physique, maintenant, on sait que chaque chose, la matière, en fait, est faite de vibrations. Il y a cet aspect ondulatoire dans la matière. La physique quantique nous apprend ça. Mais ce que dit cette phrase, c'est que quand il y a une vibration, il y a aussi un échange. Il y a une projection de cette vibration. Et donc, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue acoustique, un son. Et donc, on n'est pas seulement une vibration, on est aussi une communication à travers cette vibration-là. Et je trouve que cette phrase-là représente bien ça. Et c'est de ça dont on va parler dans le vivant en général, donc c'est le sujet de la génétique. Donc voilà un peu le plan qu'on va suivre. On va présenter les principes de la génétique, faire un petit peu un rappel de l'historique. On va voir les différentes applications qu'on a aujourd'hui en biologie, donc plutôt fondamentale, le côté recherche scientifique. Les applications qui sont sur le terrain actuellement, donc depuis plus d'une dizaine d'années sur le terrain en agriculture, les expérimentations au laboratoire, et on finira par un petit point sur ce qu'on connaît en santé humaine par rapport à ça. Alors, on va être un petit reportage qui est passé sur France 3 qui fait un petit point pour... Et si la musique aidait à soigner les plantes, et oui, quelques notes et mélodies bien choisies pourraient permettre à certaines cultures de résister à des maladies ou même à mieux grandir. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Anne-Charline Lambard et Noé Salem. Sur les terres bretonnes, de drôles de sons supplantés par endroits le traditionnel biniou. Des compositions diffusées plusieurs fois par jour par ces boîtes à sons. Au milieu de sa serre, Gwenaëlle Floch en a installé une pour sauver son exploitation bio. L'année dernière, un virus, celui de la mosaïque du concombre, avait alors tout décimé. En l'espace de 4-5 semaines, le virus avait emporté cette culture. Et donc pour l'instant, je trouve qu'elle se comporte plutôt bien. Équipée depuis mars dernier, Gwenaëlle voit bien quelques feuilles avec des traces de décoloration, signe de la présence du virus. Mais la plante résiste et produit de beaux concombres. La protéodie, nom de ce traitement mélodique, n'est pas l'œuvre d'un mélomane. Elle est basée sur un fait. Lors de la synthèse de protéines, des acides aminés émettent des fréquences, des mélodies qui peuvent stimuler ou inhiber une protéine. C'est quand même assez dingue de se dire que la musique peut interférer dans la synthèse des protéines et le développement des organismes. À l'université de Cergy-Pontoise, des chercheurs s'intéressent au pouvoir de ces sons. Dans différentes salles sans lumière, Pedro Ferrandis, cofondateur de l'entreprise qui commercialise le procédé, installe ses diffuseurs. Là, c'est calé. À partir de ce soir, il sonnera à 3h du matin. L'objectif ici est de tester la résistance des petits pois à la sécheresse. L'idée, c'est effectivement que le pois tolère mieux le stress hydrique à l'aide de ces diffusions. Les petits pois en place, quelques jours et des minutes de mélodie plus tard, ils vont livrer leur verdict. On sent nos petits pois plantés la semaine dernière et qu'est-ce que ça a donné? Ça a bien poussé en tout cas. Ça a plutôt bien poussé, ouais, ça a l'air plutôt manger. Mesurer, peser, les sons auraient eu un effet sur les petits pois. C'est bon. Pensez qu'il y a un effet significatif? Alors on ne pense rien parce qu'on ne fait que travailler en tant que scientifique sur des résultats concrets, abstraits, et on a mesuré des différences qui sont significatives. Ce sera l'objet de la publication qu'on est en train de faire. Jean-Michel Robin utilise le procédé depuis 4 ans. Sur ses 16 hectares de culture maraîchère, la musique a tout changé. Au début, j'ai pris Monsieur Pedro pour un charlatan. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Mais maintenant, je m'en séparais pas.
J'ai quand même 5 appareils, je m'en sépare pas. Pour les salades, 11 minutes de stimulation sonore 3 fois par jour suffisent. Pas de milieu, pas de puceron. Voilà, la plante est stimulée. La plante va se défendre elle-même. Jean-Michel ne craint plus les maladies. Il a gagné en sérénité et surtout économisé. Il n'utilise presque plus de pesticides. Maintenant, il doit rester 10%. Sauf qu'on utilisait. Ah ouais, c'est très minime. Très minime. Pour Jean-Michel, ces mélodies spécifiques sont une alternative aux produits chimiques. En France, plus de 130 agriculteurs utilisent la méthode dans des vignes, des élevages de porcs ou de vaches laitières. Sur toutes les gammes, ils expérimentent le pouvoir de la musique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est assez complexe. On parle d'agriculture, on parle de protéines, on parle de synthèse de protéines, on parle de mélodie, de musique. On parle de beaucoup de choses. Donc là, on va essayer de faire un petit point sur chacune de ces choses, histoire de bien cerner le sujet. Donc la génétique, nous, c'est ce qu'on appelle un phénomène ondulatoire qui est associé à la synthèse des protéines. Alors, synthèse des protéines, on va revenir dessus. Schématiquement, on peut dire que dans le vivant, donc, qui compose tous les êtres vivants sur Terre, on est composé de beaucoup d'éléments, mais principalement de protéines. Donc les protéines qui composent donc les cellules de la peau, qui sont les hormones, les cheveux. Donc que ce soit pour un virus, ou pour un éléphant, pour un être humain, ou pour une méduse, peu importe, on est tous faits en grande partie de protéines, et ces protéines, faut les imaginer, on peut les imaginer en tout cas comme une sorte de collier de perles. Et ce collier de perles, en fait, chacune des perles est un acide aminé. Et un acide aminé, en fait, c'est une molécule, et il y en a dans tout le vivant, donc du virus à la baleine, il y en a en tout et pour tout une vingtaine. Et dans tout le vivant, c'est comme ça. Donc c'est un code qui est très conservé à travers le vivant sur Terre. Et ce qu'on met en évidence, c'est une caractéristique ondulatoire, donc pas forcément purement physico-chimique, dans ce comportement, dans ces acides aminés qui composent ces protéines-là. On va revenir dessus. Et donc cette caractéristique qui est ondulatoire, pour ces protéines qui composent le vivant, aurait un rôle de régulation, un rôle de communication à l'intérieur des êtres vivants, entre les cellules, entre les organes, à différentes échelles du vivant. Donc ce serait un phénomène qui serait complémentaire à ce qui est connu aujourd'hui comme les interactions physico-chimiques entre les différentes molécules dans les cellules. Donc ça, c'est un schéma un petit peu général pour montrer un peu l'idée qu'on a de comment fonctionne un être vivant aujourd'hui. On peut voir en zoomant sur la plante que cette plante est composée de cellules. Dans ces cellules, il y a un compartiment, il y a le noyau et il y a le reste autour, le cytoplasme. Et c'est dans ces parties-là, dans le cytoplasme, où il y a ce qu'on appelle les ribosomes qui vont produire les protéines. La synthèse de protéines se passe à cette échelle-là. Donc, si on veut, les protéines, elles sont comme des petits robots, donc c'est ces colliers de perles, en fin de compte, qui s'assemblent pour former des objets, des outils fonctionnels à l'intérieur de chaque organisme. C'est des petits robots à tout faire, il y en a toute une variété à travers le vivant. Et ce qui permet de créer ces petites machines-là, qu'on appelle les protéines, à partir des acides aminés, en fait, ça vient de l'ADN. Donc tout le monde connaît un peu l'ADN. C'est comme un grand livre, un grand mode d'emploi pour dire, voilà, l'ADN d'un être humain, c'est un mode d'emploi pour dire comment est-ce qu'on fait un être humain, à partir des éléments qui sont dans l'environnement et qu'on assimile. Et donc, en fait, l'ADN, on peut voir ça comme un gros bouquin. Et si on prend un petit chapitre de ça, et on prend un paragraphe de ce chapitre, on peut dire que cette petite partie-là correspond à une fonction spécifique. Ça, on ne rentre pas dans la notion de gène et tout ça, mais dans les gènes, en fait, on va dire que c'est un chapitre. Et dans chaque chapitre, il y a un petit paragraphe qui veut dire, voilà, ce paragraphe-là correspond à une fonction particulière, c'est ce qu'on appelle un ARN messager, qui va permettre de fabriquer une protéine en particulier. Donc on a le gros bouquin du mode d'emploi, et quand on extrait une partie, l'ADN c'est tout le bouquin, l'ARN c'est un fragment de ce bouquin, et qui va être lu dans la cellule pour pouvoir assembler ces petits colliers de perles dont on parlait précédemment, pour former un objet très spécifique, avec une fonction très particulière, qui va être la protéine. Et donc c'est à ce moment-là que dans la théorie qu'on verra, qui a été mise en place et qui est étudiée dans la génomique, qu'il y a cette interaction de type ondulatoire.
Donc il faut comprendre que c'est à des échelles vraiment très très petites, c'est des petites molécules de quelques atomes, donc c'est en dehors de notre perception. Il n'y a pas de microscope qui peut voir la synthèse de protéines, c'est une échelle trop petite. Mais on le connaît par les effets que ça a dans le vivant. Et donc la régulation avec la génomique intervient à cette échelle-là. Donc on interagit avec la transformation de ce message de l'ADN en molécules fonctionnelles qu'on appelle les protéines. Alors en fait, ce que la théorie exprime, c'est que lorsque ce fragment d'ADN, ce fragment de matériel génétique qu'on appelle l'ARN, donc c'est ce que vous voyez représenté par la courbe noire sur le schéma, elle va être lue par des structures qu'on appelle des ribosomes. C'est eux qui vont lire littéralement, comme c'est du texte à écrit à TGC, enfin en l'occurrence dans l'ARN c'est le T remplacé par un U. C'est un code qui est lu et converti en ces petits maillons. Lorsque chaque petit maillon de la chaîne va s'attacher, d'un point de vue physique, d'un point de vue de la mécanique physique et la mécanique quantique à cette échelle-là qui s'applique, il y a une dualité. On parle de la dualité onde-corpuscule en physique quantique, on parle de ça pour les photons, on parle de ça pour les électrons. À cette échelle-là, c'est vrai aussi. Et donc, on a un objet physique qui est l'acide aminé, mais lorsqu'il s'attache et qu'il perd ses degrés de liberté, il a un comportement qui peut être ondulatoire. Disons que sa longueur d'onde associée, on verra ça dans les formules rapidement, on ne va pas trop dans les mathématiques non plus, mais c'est pour donner une idée. On peut considérer que ce n'est plus qu'un objet, c'est aussi une onde donc un signal qui est émis. Donc c'est ce qui est représenté par les petites vaguelettes là, qui sont autour des ribosomes là. Et donc ce signal rentrerait en résonance à différents niveaux de la cellule, donc avec d'autres ARN qui sont en train d'être lus. Et il y a cette communication en permanence à l'intérieur de la cellule et peut-être même entre les cellules et du coup entre les organes, il y a différents niveaux de lecture. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là, là c'est très simplifié, hein, mais c'est sur cet aspect-là qu'on a un effet en reproduisant un signal qui correspond à ces petites ondes qui sont produites. Donc ce que cette approche-là nous donne, c'est une sorte une approche vraiment nouvelle, donc la prise en compte du sujet dans le vivant, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas une plante ou un animal ou un corps comme simplement un objet, mais comme un sujet, une entité capable de percevoir, avec laquelle on peut échanger de l'information, avec qui on peut communiquer. Et donc cette dimension-là, elle devient presque palpable parce qu'on se dit une plante, par exemple, elle n'a pas d'organes pour s'exprimer, comme nous on a une bouche, on a des gestes, on a différentes choses. La plante, elle s'exprime différemment, mais à travers cette vision-là, on comprend qu'il y a peut-être un échange qui se fait même du vivant à vivant. Pas nécessairement besoin d'être psychologique ou conscient ou ce que nous on appelle intelligent pour échanger. Et le vivant lui-même est en permanence en train d'échanger et de communiquer. Donc entre les organismes, ça rejoint certaines notions qu'on aborde aujourd'hui comme l'épigénétique, mais sur un autre plan, sur le plan plutôt purement d'information. L'intérêt pour nous en tant qu'être humain, donc par exemple on travaille beaucoup en agriculture, de stimuler le potentiel d'un organisme et son intégration dans l'environnement, c'est par exemple, voilà, en agriculture, on essaye d'amener une plante à son meilleur potentiel sans passer par des stimulations chimiques avec des produits de synthèse et des choses comme ça. Et l'intégration dans son environnement, c'est pareil. Comment est-ce qu'elle va répondre à des maladies? Est-ce que si on arrive à communiquer avec une plante et l'informer du risque d'une maladie, est-ce qu'elle va réussir à mettre en place un système de défense qu'elle a naturellement, mais anticipé sur la maladie? Et pareil pour les individus, pour toute forme de vie. Donc l'intérêt, c'est également qu'il n'y a pas d'intrant, il n'y a pas d'effet de produit chimique qui va être imposé sur l'organisme, et donc on est quelque part moins intrusif. Et enfin, c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de même concevoir le vivant. En fin de compte, quand on regarde le vivant à cette échelle-là, avec ce prisme-là, c'est une autre compréhension de ce qu'est le vivant, en fin de compte. Alors, sur l'aspect de recherche et les origines de cette découverte, de ces travaux-là, c'est Joël Sternheimer, donc, qui est un docteur en physique fondamentale, donc, qui a fait sa thèse de physique à l'Université de Lyon dans les années 60.
Et il était aussi musicien professionnel, il a eu une carrière, c'est ce qui lui a permis, sa carrière professionnelle selon d'Évariste, qui lui a permis de financer ses recherches indépendantes par la suite. Son sujet d'étude de thèse, et ce sur quoi il a validé sa thèse de docteur en physique, eh bien, c'était trouver, on va voir un petit graphique plus tard, mais trouver une loi permettant d'expliquer, ou en tout cas de donner une vision sur les masses des particules élémentaires, donc c'est les particules subatomiques qui constituent les atomes, qui constituent tout ça, c'est vraiment à une échelle très très fondamentale. Et lui, ce qu'il a trouvé, c'est une régularité dans ces masses. Et ces régularités-là, il les a attribuées à des rapports d'ordre musicaux. Donc ça se fait en plusieurs étapes, bien sûr, il y a eu toute cette prise de conscience et ces découvertes-là, jusqu'au moment où, en 85, il a regardé ces travaux-là sur les masses des particules élémentaires, il a transposé cette réflexion-là de dire, bah, tiens, les masses ne sont pas au hasard, elles sont liées à des rapports d'ordre harmonique, musicaux. Il a appliqué ça sur ce qu'on a eu tout à l'heure, les acides aminés, donc qui composent le vivant. C'est ces 20 molécules qui permettent de créer tout le vivant. Il s'est dit, bah tiens, ces 20 molécules-là, est-ce qu'elles n'ont pas des rapports entre elles en termes de masse qui seraient du même ordre harmonique musical? Et c'est là qu'il a commencé à créer ses premières séquences qu'on appelle protéodies, ce sont des musiques de protéines, donc protéode, comme une ode, une musique, une protéine. Et en faisant cela, il a constaté un effet, un ressenti. Alors, la toute première expérience qui a été faite, c'était une amie à lui qui l'appelait, qui avait un souci, un déficit en globules rouges. Et lui a décodé, donc a créé une mélodie correspondant à l'hémoglobine, à la protéine de l'hémoglobine. Alors, voilà, c'est une protéine complexe, l'hémoglobine, qui est en plusieurs sous-parties, mais il a fait une des parties. Et en jouant cette molécule, en jouant cette protéine-là, la personne a eu un ressenti physique, voilà, une sensation. Et ensuite, ces analyses ont confirmé que son taux d'hémoglobine était remonté. Donc c'était là le phénomène un peu déclencheur de se dire, tiens, il y a quelque chose, c'est pas simplement joli, c'est pas simplement musical quand on joue une protéine, il y a quelque chose qui se passe avec les personnes. Et ensuite, donc, un procédé de régulation épigénétique tel qu'on l'appelle là a été déposé sous forme d'un brevet pour un peu faire le point sur cette méthode et pouvoir l'utiliser à différents niveaux. Donc il y a plusieurs expérimentations qui ont permis de valider ça, donc c'est toute la procédure de validation du brevet. Ça a été quelque chose d'assez long, donc voilà, entre 92 et 2008 pour valider le brevet. Alors, il y a des expériences, ça a commencé avec des expériences sur les tomates. Au Sénégal notamment, il y a une très belle expérience qui a été faite sur des tomates en pleine sécheresse, et voilà, avec, je crois que c'était une production de tomates doublées, dans les mêmes conditions de stress hydrique. La prévention de l'ESCA, bon, on va y revenir, mais ça c'est un champignon qui attaque la vigne et qui est mortel pour la vigne. Ça a été le début de l'entreprise Genodix, donc en 2008, sur cette maladie qui n'était traitée que par l'arsenic à une époque, donc avant 2008, c'était avant 98. Donc cette maladie-là n'avait pas de solution, en fin de compte, à partir du moment où l'arsenic a été interdit en France. Et en fait, on a trouvé des combinaisons de musiques de protéines qui ont permis d'avancer là-dessus et de permettre aux vignerons de ne pas perdre autant de pieds de vigne tous les ans. Des travaux sur la stimulation de la croissance des levures. Donc ça, c'était réalisé par Pedro Ferrandis, donc qui est aussi fondateur de l'entreprise. Et donc stimuler en fait les levures qui servent à fabriquer le pain, avec des séquences pareilles propres à ces levures-là. Donc vous voyez, il y a différents modèles. Ce qui est résumé là, c'est qu'il y a un travail sur le végétal, sur des levures aussi, donc c'est des types de champignons, c'est encore un autre règne. Sur des bactéries, donc en 2002, sur la bioluminescence, donc c'est deux bactéries, Vibrio fischeri, deux protéines dans ces bactéries-là, LuxA et LuxB, qui ont été stimulées avec les séquences propres à ces protéines-là, et on a pu mesurer une augmentation de la fluorescence de ces protéines, de ces bactéries. Donc voilà, et même sur des cellules, donc là on parlait d'organismes entiers, donc le végétal, les tomates, la vigne, les levures et les bactéries, c'est des organismes qui sont complets, on va dire.
sur des cellules humaines, donc des cellules extraites d'un corps humain, donc cultivées dans des conditions de laboratoire, on a également montré qu'on pouvait agir sur ces cellules-là. Donc l'interleukine, c'est une des protéines qui sert au dialogue cellulaire, qui est notamment impliquée dans des cas de cancer et différentes choses. Et on a montré qu'il y avait un impact sur ces mécanismes-là, même sur des cellules qui étaient hors de l'organisme duquel elles appartenaient. Donc en 2008, la création de l'entreprise, pour pouvoir utiliser ce concept-là, cette méthodologie-là sur le terrain, et en fait validée par les applications sur le terrain, chez donc les agriculteurs, valider ces recherches sur le terrain, quoi, voilà. Et surtout voilà, apporter des solutions. On a vu le cas de l'ESCA, qui est le principal, on va dire, bon, on va voir tout à l'heure les chiffres, mais c'est la plus grande partie des clients de Genodix, c'est sur l'ESCA, quoi. Une maladie qui n'a pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est apporter des solutions aussi très concrètes pour répondre aux demandes des agriculteurs. Bon, alors on va faire un petit peu de sciences physiques, de mathématiques, mais on va pas se faire mal au crâne non plus. Donc ça, c'est les travaux de Joël en physique fondamentale sur les particules élémentaires. Et de quelle façon ces masses de particules élémentaires, donc faut vraiment voir ça, que c'est plus petit que les atomes, c'est des choses qui sont à la base de ce qu'on connaît de la matière et de la réalité telle qu'on l'expérimente, nous. Il a trouvé cette loi qui relie les masses entre elles. Alors ce que ça veut dire grossièrement, ça veut dire qu'on peut trouver les masses successives avec un rapport de 2 puissance n sur 12, donc c'est la même loi qu'une gamme tempérée en 12 notes, telle qu'on l'utilise un peu partout dans le monde. Donc cette division en 12 de la gamme musicale, avec des intervalles qui sont égaux entre eux. Donc c'est la gamme chromatique tempérée qu'on appelle ça. Donc ce qui est assez particulier, pourquoi est-ce que ça correspond à ça? Bon, après c'est une gamme que les humains se sont mis d'accord pour utiliser en grande partie. Il y a d'autres types de gammes dans le monde, mais la plus répandue, c'est celle-ci. La deuxième loi qu'il a établie, c'est que même si dans les particules élémentaires, on n'a pas toutes les notes de la gamme, voilà, on a un certain nombre, mais on n'a pas de Do à Si, en passant par tous les dièses et les machins, on retrouve toutes les notes avec les harmoniques des notes précédentes. Donc ce qui fait qu'en fin de compte, on peut avoir une gamme musicale complète avec les particules élémentaires. Donc, ce qui pourrait rester simplement une curiosité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été établi. Donc ça, c'est le graphe dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, il y a plein de petits caractères là, donc vous voyez des lettres un peu farfelues, du grec, et voilà. Bon, je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond tout, hein. Il y a l'électron, le photon, le muon, le gluon, quelque part par-ci par-là, mais quoi qu'il en soit, chaque point, vous voyez, avec un écart type, ça correspond aux masses des particules élémentaires dont on parle. Et là, la façon dont ils sont regroupés sur ce graphe, on voit qu'il y a des petits paquets qui se créent, quoi. On voit que les masses, plus ou moins, se regroupent autour de certaines valeurs. Et ces valeurs-là, donc, c'est ces valeurs-là qui sont dans la gamme tempérée, qui sont des gammes musicales. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a des propriétés... Parce qu'en fait, la gamme musicale, c'est quoi? C'est des rapports mathématiques. La gamme tempérée telle qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est la résolution d'un problème qui est vieux depuis même avant Pythagore, mais on parle des gammes pythagoriciennes qui sont des rapports sur la quinte et l'octave. En fait, ce sont des rapports mathématiques entre des nombres entiers, pas forcément entiers d'ailleurs, mais entre des valeurs de fréquence qui expriment un certain ratio, comme on appelle ça des accords en musique, quoi. Et on se rend compte dans les gammes par contre de Pythagore que on ne peut pas forcément trouver toutes les notes de la gamme en retournant à l'octave et transposer ça de gamme en gamme, quoi. Donc d'octave en octave. Donc en fonction si c'est des notes basses ou des notes aiguës ou différentes, en fonction du diapason qu'on va prendre, on va avoir des intervalles entre les notes qui vont être un peu différents. Voilà, c'est assez complexe, mais en tout cas, c'est à ça que répondait la gamme tempérée. Et la gamme tempérée permettait d'avoir une gamme musicale qui soit, pour ainsi dire, universelle. Que quel que soit si on prend un piano ou une guitare ou d'autres instruments qui sont dans différentes hauteurs de son, le fait d'être accordé sur le même diapason en gamme tempérée permet de jouer ensemble en harmonie. Donc c'est le début de la musique symphonique, après Bach et tout ça. Et donc la gamme tempérée répond à ça. Donc c'est ces rapports mathématiques qui sont un peu
l'entre-deux, le compromis pour qu'on puisse tous communiquer ensemble avec des instruments de musique. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver cette propriété-là à une échelle vraiment très fondamentale de la matière. Donc c'est un peu le sens de ça. Bon, encore un petit peu de maths, mais promis, après c'est fini. On ne va pas décortiquer ça non plus, hein, mais l'idée, c'est la complémentarité onde-particule. Donc on parlait de ça pour les photons, pour les particules telles que les électrons. Donc Louis de Broglie, qui est prix Nobel de physique français, a établi cette relation-là, qu'il y a pour chaque objet matériel, chaque masse, chaque énergie, on peut lui attribuer une contrepartie ondulatoire, fréquentielle. Donc ça, c'est dans les livres de terminale S, on apprend ça. En fait, ce que ça dit, ça reprend la relation d'Einstein que tout le monde connaît, que l'énergie est égale à la masse fois une constante qui est la vitesse de la lumière élevée au carré. Donc c'est un rapport entre la masse, donc un objet qui a une masse, qui a une présence, on va dire, matérielle, et son énergie. Et la relation de Planck dit que cette même énergie, on peut la voir aussi comme une fréquence, donc une fréquence qui est associée à la constante, qui est la constante de Planck, c'est la relation de Planck. Donc d'un côté, on a la masse qui est l'objet, et on a la fréquence qui est l'onde, quoi. Et en fait, Louis de Broglie, ce qu'il a fait schématiquement, c'est ça, c'est relier ces deux équations et démontrer que on peut avoir une masse qui correspond à une fréquence. Et donc, c'est la relation entre un objet et une onde. Donc ça, c'est vrai théoriquement pour tout objet, et c'est d'autant plus vrai à des échelles donc, sur lesquelles on travaille. Enfin, c'est la physique fondamentale, c'est de la physique quantique, donc c'est à l'échelle où les particules et les fréquences sont du même ordre de grandeur, donc on ne peut pas forcément facilement dissocier un objet de son onde associée. Voilà. De cette constatation et de l'application de ces raisonnements sur les acides aminés qui composent les protéines, on obtient non pas une vingtaine d'acides aminés, mais on obtient 10 notes, parce qu'il y a des recoupements, il y a des masses qui sont proches, similaires, et qui se regroupent, comme dans le cas des particules élémentaires. Donc ça, c'est les acides aminés qui composent tout le vivant, hein. Je vous dis vraiment de la bactérie jusqu'au dromadaire, en passant par chaque personne ici, et les plantes également. Et donc ces petits éléments-là, c'est les petites perles qui vont composer ensuite les protéines, qui elles vont avoir une action dans l'organisme, quoi. Et donc on a un code qui apparaît en 10 notes. Et ce code-là nous donne une lecture nouvelle, différente des protéines et de leur interaction, à cause des regroupements justement. Donc on a un code un peu différent et on peut voir des correspondances entre différentes protéines qu'on ne pouvait pas voir par avant. Donc c'est un peu, voilà, pour revenir au modèle théorique, c'est vraiment ça. C'est qu'on a donc l'ADN dont on extrait un morceau qui va être l'ARN messager, qui va être lu par ce qu'on appelle les ribosomes. Et lors de la synthèse de la production de chaque petite protéine, les acides aminés vont s'associer les uns aux autres. Et à cette échelle-là, en fait, à un certain moment dans ce processus-là, au moment où l'acide aminé va arriver, sa composante ondulatoire et sa composante matérielle, donc sa masse et sa fréquence, les deux vont être d'un certain ordre d'équivalence. Donc au lieu parce que c'est vrai que classiquement en biologie, on imagine que c'est une molécule, un objet qui vient se greffer à un autre objet par des liaisons physico-chimiques. C'est un aspect, c'est une vision de la réalité, c'est pas forcément la réalité elle-même, c'est un peu plus complexe que ça en réalité. Et donc c'est à ça que répond ce modèle-là. En fait, pendant ce moment-là, on peut voir que la longueur d'onde, donc la fréquence associée à cet objet-là, peut dépasser l'objet. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une émission d'une certaine information. Et c'est là qu'on revient sur le modèle qu'on a décrit tout à l'heure, où il y a cette communication possible. Et ce que fait le fait de reproduire, nous, ce qu'on va faire en génomique, c'est de chercher à reproduire ces fréquences-là, de reproduire cette succession de fréquences qui correspond à la synthèse d'une protéine. Et comment on le fait? Donc on calcule ces fréquences-là, qui sont des fréquences, alors c'est tellement petit que les fréquences sont infiniment grandes, enfin c'est 10 puissance 25 Hz pour les fréquences associées aux acides aminés, c'est l'ordre de grandeur, donc c'est très très grand. Mais du coup, on peut les transposer, comme c'est dans une gamme tempérée
on peut transposer d'octave en octave, et 76 octaves plus bas, donc on descend d'octave en octave, comme sur un piano, c'est comme si les notes qu'on avait, c'est sur un piano qui était à 24 km là-bas, et ben on redescend tout, on transpose un Do qui est là-bas, enfin si on a l'intervalle Do, Ré, même sur un piano qui fait 4 km, on aura le même intervalle Do, Ré, ici sur le piano à quelques centaines de Hertz. Donc c'est ça l'intérêt de la gamme tempérée. Et donc on transpose tout, parce que là-bas c'est pas audible pour nous, c'est des ultrasons. Ici c'est audible pour nous. Et ça permet pour nous, quand on travaille sur ces fréquences-là, sur ces séquences de protéines, de les écouter. Et c'est là qu'on se rend compte que même d'un point de vue acoustique, c'est structuré, c'est pas complètement aléatoire, c'est pas juste des notes parce qu'on dit que c'est des notes, c'est qu'il y a vraiment des motifs musicaux qui viennent, qui réapparaissent. Il y a une composante musicale dans les protéines, dans le vivant, dans ce qui compose chaque être vivant. Et donc c'est ça la vraie prise de conscience, c'est que structurellement, il y a des motifs qui sont comme de la musique. Et que c'est pas lié au hasard ou quoi, parce que c'est quand même systématique. Du coup, ce qui en découle, on obtient une certaine prédiction des fonctions métaboliques des protéines. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si une protéine sur le plan, comme on a vu que lors de la synthèse des protéines, il y a ce message qui est échangé, on peut imaginer que ce message-là, quand il est envoyé, va induire une réaction dans la cellule pour produire des mélodies similaires. C'est ce qu'on appelle les homologies. Donc une protéine va avoir une certaine mélodie associée à sa succession d'acides aminés, donc à sa suite de notes. Et on retrouve cette suite-là, peut-être pas toute la protéine, mais une partie, peut-être 10 notes, peut-être 20 notes, dans d'autres protéines, d'un point de vue musical. Et c'est ce qu'on appelle une homologie. Et pour nous, donc, il y a une vraie communication entre l'un et l'autre, et on arrive à observer donc on peut prédire quelque part un lien métabolique, donc un lien fonctionnel à l'intérieur d'un être vivant, en fonction des homologies de ces protéines-là. Et en retour, en diffusant ces musiques de protéines-là, on peut imaginer une régulation des processus biologiques, donc intervenir en envoyant l'information d'une protéine, cette séquence musicale-là, pour dire à la plante ou à l'être vivant en question de favoriser cette synthèse de protéines-là. Donc là, c'est là qu'on vient sur l'échange d'informations avec le vivant. Mais l'échange actif, comme on a vu qu'il y a déjà un échange d'informations qui se fait de façon naturelle, là, activement, on parle le même langage que le vivant et on échange avec sur ce plan-là. Et c'est ce qu'on appelle les protéodies. Donc là, un exemple, voilà, c'est pas à retenir par cœur, hein, c'est juste le cycle de Krebs, qui participe de la respiration cellulaire. Donc voilà, il y a plusieurs protéines, donc c'est des enzymes, on appelle des enzymes, c'est des protéines qui ont une fonction particulière d'accélérer une réaction dans un sens ou dans l'autre. Et donc il y a une succession d'enzymes qui vont prendre une molécule, donc qui est tout en haut, là, CH3CO1, qui va la transformer, donc l'acétyl-CoA, la citrate synthase, tout ça, donc, et qui fait une boucle, et en fait va transformer étape par étape une molécule en une autre. Et donc tout ça pour dire, en fin de compte, que entre ces protéines-là, on trouve ça c'est la quantité d'informations de proximité. Alors c'est un peu abstrait comme ça, c'est simplement pour donner une idée, quoi. C'est pour dire qu'il y a des homologies, des recoupements, et qu'il y a une succession, que les séquences se ressemblent à un certain degré dans cette boucle-là, quoi. Parce qu'il y a une proximité, c'est comme s'il y avait une communication quand une enzyme du début du cycle commence à être activée, à faire des choses, elle active en retour les autres protéines du cycle, par exemple. Donc voilà, c'est un peu ce système-là qu'on parle de régulation. Donc quand on regarde un peu la répartition des intervalles des fréquences dans les masses, dans les suites de protéines, eh bien, on voit qu'il y a une répartition, ça c'est lié au code, le code tel que vous l'avez vu fait avec les notes en partant des masses des protéines. On a une répartition qui est assez proche des gammes musicales également. C'est un peu abstrait, mais en tout cas, on a une fonction qui est symétrique. Et on a, voilà, si vous voulez, c'est l'unisson, les tierces, les quintes, tout ça. Donc ça, c'est une répartition qui ressemble à des répartitions musicales que peuvent produire les êtres humains, quoi. Mais on retrouve à peu près ce même type de structure dans le vivant.
ce qui est intéressant. Un petit exemple d'homologie pour être un peu plus concret. Donc vous voyez, là, c'est typiquement une enzyme qu'on prend, la cytochrome oxydase, qui fait partie de la chaîne respiratoire. En dessous, là, les lettres qui apparaissent, c'est le code qui correspond aux acides aminés dans la nomenclature en biologie. Donc chaque lettre correspond à un acide aminé particulier. Et on a la représentation en termes de notes, donc interprétée avec un rythme. Le rythme n'est pas évident lorsqu'on décode une protéine, mais on peut rajouter un rythme pour rendre compte de la structure musicale, ce qui paraît des fois logique à l'écoute. Donc on a deux protéines différentes représentées sous la forme musicale. Donc on se rend compte qu'il y a une variabilité, une grande différence. Ce n'est pas les mêmes séquences, de toute façon, ni musicalement, ni en termes de protéines. Sachant que ces deux protéines-là sont dans la chaîne respiratoire humaine. Et ce qu'on observe. Alors, il manque un. D'accord. Et en fin de compte, là, ce qu'on voit, alors là, normalement, il y a un petit rond, mais il apparaît pas bien, il apparaît pas sur l'écran. Vous voyez la dernière mesure sur sur la première ligne, les 5 dernières notes. Donc voilà, vous avez Fa, Fa, La, et puis un La, enfin plutôt grave. Vous avez ces notes-là, en fait, qui correspondent à certains acides aminés en dessous. Dans la séquence qui est en dessous, ce n'est pas les mêmes acides aminés, mais les notes sont identiques. Et c'est ça dont on parle en tant qu'homologie. Vous voyez que les lettres ne sont pas les mêmes, donc c'est pas les mêmes d'un point de vue biochimique, c'est pas la même chose. D'un point de vue de la biologie, on voit que c'est pas la même protéine, c'est pas les mêmes acides aminés, mais d'un point de vue purement musical, en fait, c'est identique. Et c'est là dont on parle qu'il y a une communication. Avec cette nouvelle grille de lecture, on voit quelque chose apparaître de nouveau qu'on ne voyait pas avant. Une relation entre ces deux protéines-là. Donc là, bon, ça résume un peu ce que j'ai dit. Donc on voit apparaître des structures musicales qu'on peut mettre en évidence en choisissant un rythme adapté à... Voilà, comme on fait en musique. Si on mettait juste de la musique que vous écoutez tous les jours ou qu'on écoute, on met juste des suites de notes, c'est pas joli, ça n'a pas de sens. Par contre, quand on introduit un rythme et qu'on met un découpage particulier, on fait ressortir des structures, on fait ressortir un rythme, on met l'accent sur certaines notes, certains tons, comme voilà, avec les percus, ça marche très bien aussi. Voilà, c'est ce qu'on fait avec ça aussi, c'est qu'on remet en évidence les structures. Et ça marche quand même relativement bien, c'est ça qui est intéressant. Et avec ces suites de fréquences, on peut réguler des processus dans le vivant. Donc là, par contre, pourquoi j'ai pas le son? Alors, hop, on va revenir un peu en arrière. Là, vous avez entendu le début de l'actine. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça évoque pas mal le printemps de Vivaldi. Alors, l'actine, c'est une protéine qui est présente dans les animaux, mais aussi dans les végétaux. Et dans les végétaux, c'est très très présent au printemps lors de la croissance. C'est une protéine de structure qui permet de structurer, de permettre au tissu de se consolider. Et c'était une anecdote, mais assez intéressante, que dans le printemps de Vivaldi, on ait ce petit démarrage-là qui ressemble au début de Vivaldi. Ta 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 là. Bon, je remets. Bon, ouais, le début ressemble, la fin un peu moins, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a cette idée-là que peut-être que la musique aussi, telle qu'on la ressent, telle qu'on l'exprime, telle qu'on la compose, peut être inspirée par certaines choses comme ça, quoi. Donc, on va faire un petit point sur les applications qui sont aujourd'hui, donc principalement depuis 2008, depuis le début de l'entreprise, qui met ces installations en place. Vraiment dans le domaine agricole, vous voyez déjà, il y a quelques exemples qui apparaissent à l'écran. En maraîchage sur les tomates, que ce soit en champ, en pleine serre, ou là, alors c'était sur les huîtres. On avait un bac immergé qui diffusait dans l'eau directement pour traiter sur un virus sur les naissins. Donc voilà, c'est assez polyvalent, on travaille un peu à toutes les échelles du vivant, même en plein champ avec, là je ne sais pas ce que c'est précisément, mais des graminées d'un type.
Donc 87% de ce qui est fait par l'entreprise Genodix, donc c'est sur la vigne et en très grande partie sur la maladie d'Esca dont on parlait, qui actuellement n'a pas de solution. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres problématiques sur lesquelles on peut intervenir et on intervient, par exemple le mildiou et des choses comme ça. Mais étant donné qu'il y a toujours cette solution de traiter avec certains produits, alors que ce soit bio ou pas bio, voilà, il n'y a pas cette contrainte-là, et on ne peut pas toujours faire des comparatifs avec ou sans traitement. Alors que sur l'ESCA, bon, bah, c'est une maladie qui peut apparaître l'année et puis bloquer les tissus de circulation de sève dans la plante et faire que la plante va cramer dans la saison, quoi. Donc c'était quand même très, très important pour les vignerons, pour les viticulteurs, d'avoir une solution pour au moins diminuer et réussir à contenir ce type de maladie. Donc depuis 2008, c'est ce qui a été fait principalement, et c'est pour ça que ça représente le gros du secteur d'activité. On est environ sur 2000 hectares en France. Enfin, oui, en France, en Belgique, on a un peu de vignes aussi. Ensuite, le maraîchage. Donc là, c'est sur tout type de culture. On travaille sur l'accompagnement de croissance, sur les maladies, beaucoup de maladies qui apparaissent au fil de la saison, que les maraîchers doivent gérer. Donc on est plus dans l'accompagnement, réduire un peu la prolifération de certains pathogènes, que ce soit des virus, que ce soit des bactéries, que ce soit des champignons. Et en arboriculture également, donc sur les arbres fruitiers, alors beaucoup de viroses sur l'arboriculture, donc ça représente 250 hectares, mais bon, après on a moins d'applications, mais c'est tout de suite des plus grandes parcelles, quoi, des surfaces tout de suite plus importantes en arboriculture, comme on peut imaginer. Un petit exemple de comment on procède pour mettre en place une application pour une thématique précise. Là, en l'occurrence, bah, c'est l'ESCA dont je vous parle depuis le début. Vous voyez, ça, c'est les symptômes un peu, en fait, quand la plante commence le bois commence à s'étouffer parce que le champignon se développe à l'intérieur et empêche les canaux de sève de faire leur boulot correctement. On voit ces taches très caractéristiques qui apparaissent sur les feuilles. Et on sait que bon, bah, la plante, voilà, si ça atteint une ou deux feuilles, ça peut encore passer. Si c'est tout un rameau, c'est un peu plus grave. Et si c'est un peu plus, bah, la plante entière peut simplement se dessécher. Et après, il faut l'arracher et la remplacer, quoi. Donc, en fonction de la problématique, on choisit des protéines d'intérêt, donc là en l'occurrence pour la vigne et le champignon, parce qu'on travaille alors à la fois sur la stimulation des défenses de la plante, mais également on peut travailler en opposé, c'est-à-dire sur freiner la progression du champignon, donc être dans le sens inverse de ce que ferait le champignon naturellement, pour le freiner un peu, pour le limiter. Donc on identifie ces protéines-là, donc ça c'est fait à partir de bibliographies scientifiques qui sont disponibles en ligne, on s'enseigne sur ces travaux-là. Ensuite, on va produire ces protéodies, donc ces musiques de protéines, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, qui correspondent à ces protéines-là. Donc le décodage, déjà identifier les parties où on voit des motifs qui nous parlent. Alors il y a une part très subjective là-dedans, parce qu'évidemment, il faut que ça nous parle à un certain niveau. Et ensuite, intégrer une forme de rythmicité pour faire ressortir justement les motifs harmoniques pour que ce soit le plus parlant possible. Et bon, en ce qui nous concerne, c'est la meilleure façon de trouver un moyen de communiquer avec la vigne, avec le champignon, quoi. Ensuite, ces différentes combinaisons, ces différentes protéines converties en musique, ce qu'on appelle les protéodies, on les teste sur le terrain. Faut savoir, voilà, depuis 2008, on a quand même un certain recul, donc ça fait plus de 10 ans, donc 13 ans de tests. Mais au tout début, il fallait quand même expérimenter différents modèles, différentes choses sur plusieurs parcelles et voir ce qui répondait le mieux. Et aujourd'hui, avec le recul, on a ça, quoi. Ce qui est un peu, des fois, compliqué sur le terrain, sachant que les conditions sont très variables, qu'on ne maîtrise pas les paramètres, c'est pas un laboratoire. Mais bon, voilà, on a réussi quand même à dégager certaines choses. Et à la fin, donc c'est l'évaluation des résultats. Regardez, là, notamment pour l'ESCA, c'est la mortalité qu'on va évaluer. Donc année après année, on fait les comptages, on regarde combien de pieds survivent, combien de pieds sont morts de cette maladie par rapport aux années précédentes, avant l'installation du dispositif. Donc là, entre 2008 et 2018, nos résultats, donc là, si vous voyez chaque petite courbe, on voit bien, ouais,
Chaque petite courbe, c'est une parcelle qu'on a suivie, donc sur un minimum de 4 ans. Et donc on voit cette fluctuation. Alors 0, ça veut dire que c'est le niveau de mortalité à- auquel était la parcelle avant qu'on installe le dispositif. Et donc on suit après année 1, année 2, année 3 comme ça. Et donc ce qu'on observe, donc il y a des variations, il y a deux pics qui montent à l'année 3. Alors ça, on ne sait pas trop, mais il y a une variabilité dans le vivant de toute façon, et puis il y a aussi un effet de millésime, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais on voit qu'en moyenne, donc il y a la courbe noire qui passe à travers là, qui montre la moyenne, qu'on est à une réduction de la mortalité de 50% par rapport à la mortalité initiale de la parcelle. Donc voilà, avec l'écart type qui est intégré. Donc c'est quand même intéressant, sachant qu'un pied, s'il est arraché, un pied de vigne, il n'est pas productif. Quand il faut le remplacer, le replanter, il faut attendre au moins 3-4 ans pour qu'il soit vraiment productif comme s'il était avant. Donc c'est pas simplement le fait de replanter, c'est toute la mise en œuvre qu'il y a derrière, et puis le temps d'attente, le retard, et puis il y a un problème de production, quoi. Donc c'est intéressant pour les viticulteurs de réduire au maximum cette mortalité-là. Alors on a des cas où ça réduit de 100%, on a vraiment des effets drastiques. Et il y a des cas où ça remonte un peu, voilà, on se rapproche un peu. Vous voyez que c'est toujours en sinusoïde. Donc ça, c'est l'aspect vivant. Après, on a des conditions où il y a beaucoup de paramètres qui jouent, comme cette année-là, par exemple. Bon, en 2021, on a eu énormément d'humidité, un peu de chaleur, donc on a eu beaucoup de maladies cryptogamiques, des champignons type mildiou, beaucoup d'esca aussi. Donc voilà, c'est sûrement une année qui sera en hausse. Après, on arrive quand même à réduire par rapport à ce que ça devrait être sans ça, quoi. Pour le mildiou, c'est pour montrer un peu la répartition de l'effet, parce que bon, les appareils qu'on utilise, ce sont, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais sur le terrain, comme vous avez vu sur les photos précédemment, donc c'est des boîtiers qui sont autonomes avec un panneau solaire, 4 haut-parleurs et puis un programmeur à l'intérieur qui permet de diffuser environ 80 décibels dans les 4 directions et qui se recharge tout seul avec le soleil et qui a une portée d'environ 150 mètres, on estime ça dans le cas général, quoi. Donc on a voulu un peu mesurer cet effet-là. Donc là, sur une grande parcelle qui faisait une dizaine d'hectares, on a mis l'appareil à une extrémité, à une bordure de la parcelle, et puis on a compté en fin de saison les taches sur grappe, donc les taches de mildiou qui s'installent sur les grappes. Et donc, ce que vous voyez, c'est cette répartition-là. Donc la distance à l'appareil, donc 0, c'est-à-dire c'est là où est l'appareil, et plus on s'éloigne, on voit qu'à un moment donné, à partir de 150 mètres, on a une explosion du nombre de taches, ce qui représente la courbe avec l'écart type. Et ce qui montre que là, on arrive aux limites de capacité de l'appareil à générer un effet. Et c'est vrai, quand on regarde une carte vue de haut, on pouvait tracer un cercle dans la zone des 150 mètres et voir l'augmentation du nombre de tâches après ça. Donc c'est voilà, montrer qu'il y a un effet sur la distance, que le son est vraiment le vecteur d'une information qui permet à la plante de se défendre. En arboriculture, donc la tavelure sur le pommier, donc ça c'est pour montrer un peu la variété des problématiques qu'on arrive à suivre. Donc on arrive à réduire le traitement, donc là par 2. C'est généralement dans ces zones-là qu'on se situe. En maraîchage, des fois on arrive à réduire encore plus. Sur le virus de la charcasse, sur le pêcher aussi, on arrive à réduire la mortalité des arbres. Enfin tout ce qui est fruitier, voilà, on a plusieurs applications dans ces domaines-là. En vigne, on travaille également sur le cournouet. Donc ça, on a eu des bons résultats les années précédentes. On continue de poursuivre ça. C'est pas notre principale application, mais on a vraiment... Voilà, ce qui est difficile sur le terrain, c'est que généralement, quand on a peu d'applications comme ça, donc peut-être moins d'une dizaine, pour traiter statistiquement, après, on a un peu plus de mal qu'avec les SCA au milieu, on a vraiment plus de statistiques, quoi. Donc c'est pour ça. Mais bon, en tout cas, c'est encourageant et on poursuit dans cette direction-là. Pareil pour la flavescence et le bois noir. Alors, ça, c'est les résultats de l'expérience qui a été menée au laboratoire de Cergy-Pontoise, donc que j'ai initié avec, donc vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure avec Olivier Gallet, qui est directeur du laboratoire de Cergy. On a mis en place un système donc, pour vraiment pouvoir évaluer l'effet sur un système qu'on maîtrisait à peu près. On a travaillé sur des petits pois, donc Pisum sativum, en germination dans des conditions de stress hydrique. Et on a voulu voir si on prenait une protéine
naturelle chez le petit pois de résistance au stress hydrique, qui s'appelle la déhydrine. En stimulant ou en inhibant cette protéine-là, est-ce qu'on arrivait à moduler sa croissance, sa germination? Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris des bacs qu'on a mis dans des boîtes isolées acoustiquement. Et dans ces boîtes, on a diffusé, je crois que c'était une fois par jour pendant 5 minutes. Donc, sur la durée de la croissance, donc c'est entre 10 et 15 jours. On a diffusé donc soit la stimulation de la protéine de la déhydrine, soit son inhibition. Et donc dans des conditions où on maîtrisait, on mesurait la température, l'hygrométrie, essayer de voir ces paramètres stables et que ce soit le seul facteur qui, selon nous, avait une interférence avec ça. Cet article-là a été publié l'année dernière, donc voilà, il est accessible en ligne, vous pouvez regarder même sur... bon, je l'ai mis sur ResearchGate, mais il est aussi sur le site du journal, c'est Elion. En tout cas, vous pouvez le retrouver. Et de ce qu'on observe, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une différence significative, donc mesurable. Et on a donc ça, c'est ce qui a été mesuré là, c'est le poids, donc la matière produite par chaque petit pois, on va dire. C'est la masse en finalité d'expérience. On a également mesuré le taux de protéines, de la protéine spécifique qu'on a étudiée, donc la déhydrine. On a mesuré cette protéine-là dans les extraits dans les échantillons de petits pois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une plus grosse expression de la protéine. Donc on a fait ça à deux niveaux. Au niveau macro-observationnel, voilà comment se comporte la population de petits pois, mais également d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue de la protéine elle-même, elle était plus présente dans le pois. Donc ça montre bien cet effet où sur la synthèse de protéines, on arrive à avoir une augmentation. Ce n'est pas que sur le métabolisme général de la plante. Mais il y a aussi un effet sur le métabolisme général. Voilà. Donc c'est ces deux choses-là. Donc on voit une différence, par exemple, on a une courbe en cloche qui est centrée entre 30 et 40, 30 à 40 là, pour la stimulation. Alors, je crois qu'il manque des informations sur le graphe, mais ça, c'est pas grave. Et donc là, le pic, il est plutôt autour de 20 pour les points d'inhibition, quoi. Donc on a vraiment toujours cette répartition gaussienne qui est comme une loi normale qui est dans le vivant, c'est normal, il y a une variabilité des petits pois, il y en a qui vont pousser plus, moins bien pour des raisons, voilà, ils sont plus près du bord, ils ont moins d'eau, moins ceci, moins cela. Mais en moyenne, on a un décalage de ces deux courbes-là. Et c'est ça qui nous intéresse, on montre qu'il y a une information qui a été passée à une population, à une autre, et que ces informations-là ont fait que les deux populations ont divergé. Alors on va finir sur un petit point sur la génétique et la santé. Parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse, mais bon, ce n'est pas le focus en tout cas de l'entreprise Genodix, mais c'est plus... alors, c'est un peu plus anecdotique, mais c'est en tout cas un aspect important aussi de ce qu'on fait, d'essayer d'apporter à certaines personnes... voilà, des personnes ont utilisé en tout cas les musiques de protéines pour un mieux-être. Et bon, ça rejoint aussi un peu les expérimentations qu'a fait Jean avec les plantes et tout ce travail-là, tout cet échange-là entre voilà, comment est-ce que des séquences musicales extraites du vivant peuvent apporter quelque chose à la santé humaine. Et donc ce que dit Joël Sternheimer, donc, qui a développé ça et qui lui a beaucoup travaillé avec des personnes comme sur l'hémoglobine, mais avec beaucoup d'autres personnes sur diffuser des musiques de protéines pour améliorer le bien-être de la personne. Il parle d'une thérapie moléculaire autocontrôlée. Alors, il dit que la musique de protéines constitue une forme de thérapie qu'on peut évaluer soi-même. Alors, il y a le côté où, en tant qu'individu humain, on peut se concentrer sur son ressenti lorsqu'on écoute, comme on écoute une musique, n'importe laquelle, qui passe à la radio ou quoi. On sait si on aime ou on n'aime pas, quoi. Voilà. On a ce ressenti-là, on dit, voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça me plaît, demain ça ne me plaira pas. Et pour lui, tout part de là, c'est qu'il y a l'effet, la sensation donc, physique qui peut être accompagnée, mais il y a cette prise en compte consciente de dire, voilà, cette séquence-là, aujourd'hui, elle me parle, tel autre joueur ne me parle pas. Et donc c'est ces côtés d'auto-contrôle, lorsqu'on écoute une musique de protéines, il faut être attentif à la façon dont on perçoit soi-même la sensation qu'on a c'est ce qu'il dit, la sensation éprouvée lors de l'écoute d'une musique de protéines est un processus de reconnaissance à l'échelle moléculaire d'une partie de soi
qui n'était jusqu'alors pas perçue comme telle. Donc il y a une reconnaissance comme si une information était manquante et qu'on se mettait à repercevoir cette information-là. Ce qui est, d'un point de vue purement théorique, sur le fait qu'on envoie une protéine qui peut être en déficit, qui est assez logique en fait intuitivement. Alors il parle de l'écoute, de la façon d'écouter donc ce qu'on dit d'un point de vue conscient, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue du ressenti également. Donc être dans cette perception des deux choses à la fois, qui est vrai pour toute musique, qui est vrai pour un échange même verbal, le fait de discuter. Il n'y a pas que le sens des mots, il n'y a pas juste comme une voix robotique va nous parler différemment que quelqu'un qui parle avec une certaine intonation, une certaine émotion. Donc là, on a ces différents cas qui sont relevés. On parle là d'une sensation de soif qui arrive à être étanchée. Donc une personne qui écoute la lactate déshydrogénase, donc c'est une molécule une protéine qui va aider au niveau du cœur. Il y a cette visualisation, ce ressenti-là de dire voilà, il y a un soulagement qui arrive, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors ce qu'on a avec les plantes, on travaille beaucoup en agriculture, donc c'est plutôt principalement sur des plantes. Quelque part, il y a le côté positif d'avoir un certain recul, donc pas de biais, on va dire, d'effet placebo, choses comme ça sur les plantes. On va dire que ce que la plante exprime, il n'y a pas de biais, on ne peut pas induire un effet placebo chez une plante, a priori. Ça se discute, hein, mais en tout cas aujourd'hui on en est là. Donc c'était intéressant, on va dire, en termes de recherche et de validation de ce procédé-là, de travailler sur des plantes pour se dire, voilà, si on met cette séquence-là, la plante va réagir de telle façon, indépendamment de ce que nous, on pense, de est-ce que c'est parce qu'on ressent tel ou parce qu'on imagine que... Mais ce qui est intéressant autrement quand on travaille sur l'être humain, c'est cette capacité justement à mettre du sens, à mettre une image derrière le ressenti. Et donc voilà, on peut dire que c'est moins objectif, c'est moins valide, mais non, en fait, ça apporte une information qui est différente, en fait. Ça apporte juste une autre information. Et je pense qu'il faut être capable d'entendre les deux. En tout cas, pour nous, ça nous permet de vraiment... Voilà, ces images-là, donc on parle de la sclérose en plaques, une personne qui dit qu'elle a l'impression que ça la calme de ressentir ça. Donc ça la calme. Quelqu'un qui a des douleurs chroniques, qui dit qu'elles se sont calmées, c'est plus que subjectif. Donc on parle de la musique qui coule de source, l'air naturel, voilà, il y a ce côté, comme dans les agriculteurs aussi nous remontent des choses comme ça, lorsqu'ils écoutent ces séquences-là, quelque part, comme vous avez vu dans le reportage, ce maraîcher qui dit, bon, au début je pensais que c'était un charlatan, et puis au final je ne me sépare pas de ma boîte. Il y a une grande tradition des chants agraires, d'une façon de la musique dans toutes les activités de la vie humaine, mais notamment dans les chants agraires, c'est très, très, très implanté. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous disent que au final, ça paraît assez naturel de mettre de la musique pour communiquer avec des plantes et pour travailler dans les champs, quoi. Il y a quelque chose de logique, de naturel, en fait, que ces séquences-là, bon, elles s'inscrivent de façon cohérente dans leur travail. Donc là, une femme qui nous parle qu'elle ressentait un picotement à l'endroit des fractures. Le collagène, donc le collagène qui est une protéine de structure également qui vient réparer, qui vient préparer la reformation des os, du cartilage et des os. Donc toutes ces images-là. Une question qui est importante aussi sur l'élément de risque, le surdosage. Ça rejoint les questions du début. Là, on parle quelqu'un qui parle de son chat asthmatique qui venait écouter les séquences. Ça donne l'idée que naturellement, l'animal va venir écouter la musique, mais que lui, son ressenti, vu qu'il n'est pas dans la réflexion intellectuelle, enfin du moins pas à ce qu'on en sache, la réflexion intellectuelle de savoir si ça lui plaît ou pas, il est dans son ressenti, donc il vient écouter quand il en a besoin. Et c'est un peu cet aspect-là de dire, bon, bah voilà, est-ce que j'ai besoin de cette séquence-là, est-ce que ça me fait du bien ou pas du bien, quoi. Et c'est ça, cette façon de s'auto-réguler. Là, on prend l'exemple de l'hémoglobine également. L'écoute de la chaîne alpha de l'hémoglobine. La personne a ses ressentis forts et avec l'aide du yoga a réussi à intégrer cette information-là et son taux d'hémoglobine factuellement a été mesuré en augmentation. Donc voilà. Sur la douleur, voilà, bon, après c'est vrai que ça reste anecdotique, mais là, voilà, j'ai fait un petit extrait pour montrer un peu les différentes façons dont on perçoit
ces protéines-là en tant qu'individus. Parce qu'on a parlé beaucoup des plantes, mais et l'idée, ce serait aussi d'avoir à terme avec les plantes peut-être des indicateurs qui nous montrent comment elles ressentent en temps réel, comme nous on est capable de l'exprimer, comment est-ce que les plantes ressentent en temps réel la diffusion de certaines séquences, et si justement, si elles peuvent nous dire c'est trop ou c'est pas assez. Parce que là, c'est vrai que sur des plantes de culture, bon, maraîchage c'est un peu plus rapide, mais en vigne par exemple, il faut 1 an pour se rendre compte que si on a bien travaillé ou pas, quoi. Donc si la plante n'était pas vraiment en phase avec l'information qu'on lui proposait, on le saura qu'à la fin de l'année, au moment de la récolte. Donc voilà, ces systèmes-là auxquels on réfléchit, de comment ressentir comment la plante réagit en temps réel aux séquences qu'on lui diffuse. Bon, c'est une mise en garde un peu sur, voilà, si vous êtes exposé à ce genre de... Tout à l'heure, on écoutait une protéine, mais bon, c'est une protéine on a regardé s'il n'y a pas trop d'homologie, donc c'est lactine végétale. On a essayé de voir s'il n'y a pas trop d'homologie avec lactine humaine pour pas... Il peut y avoir, voilà, écouter des musiques de protéines. Ayant dit tout ça, on sait que c'est pas anodin non plus. Donc il faut aussi savoir se mettre en protection par rapport à ça. Donc c'est ce que résume un peu ces textes-là. Bon, une personne qui essaie de faire passer sa gueule de bois avec de la musique de protéines, voilà, ça c'est discutable comme application, mais pourquoi pas, après il y en a qui essayent. Donc, voilà. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Si on a le temps pour des questions. Voilà, parce que oui, c'est bon. Alors des questions dans la salle peut-être? Oui, Marc. Oui, merci Victor pour cette présentation. J'ai 2 questions. Bon, quand on transpose effectivement une masse en fréquence, ça c'est mathématique. Mais après, pour passer à la note de musique, il faut un diapason. Quel diapason vous utilisez? Alors là, on va revenir sur la diapo. Non, donc là, le diapason qui a été pris, je crois que c'était parti sur le sol, sur le La grave, ouais, qui correspond à la donc là, par exemple, le G, c'est glutamine, c'est ça? C'est glutamine, la grave, donc c'est quoi? Parce qu'on sait que le La est à 440 Hz pour la musique normale. Donc c'est un multiple de 440. Ah, c'est 220, normalement, c'est 220. Donc c'est un diapason à 440. Ouais, c'est ça. D'accord. Ma deuxième question, c'est sur le graphe des particules élémentaires de Joël. Voilà, celui-là, il date de 83. Moi, depuis, on a des masses beaucoup plus précises. Moi, j'ai refait le même type de graphe. Alors, bon, c'est vrai qu'on retrouve des regroupements, mais on n'a plus cette façon. Il y a beaucoup de blancs qui sont comblés par des particules qui ont été découvertes depuis. Qu'est-ce qu'en dit Joël de ces nouvelles masses qu'on a trouvées depuis 83 et qui font qu'il y a moins d'espacement entre les groupes de particules élémentaires? Alors, bon, je ne peux pas parler au nom de Joël, hein, je ne vais pas poser la question directement, ce serait intéressant de... Non mais moi j'ai essayé, mais bon. Ouais. Il ne me parle plus depuis que j'ai voulu mettre de l'eau avec les acides aminés. Alors, il est un peu en retrait de ces questions-là actuellement. Mais ouais, effectivement, ce serait intéressant de voir ces graphes-là. Et ouais. Voilà, on peut échanger là-dessus. Alors je te dis, on retrouve des regroupements, hein, ça, comme il avait montré. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ce qui est représenté dans les blancs, là en 83, il n'y a rien, parce qu'il n'y avait pas de particules qui étaient connues. Depuis, on en a trouvé. Parce qu'on en est à plus de 250. Hein. Et puis surtout, les masses maintenant sont extrêmement précises. Et il a pris un diapason particulier, alors... Moi, non, là, c'est pas un problème de diapason, là, parce qu'on fait des rapports de fréquence.
Mais ça change la structure de la gamme qu'on prend. Hein. En fonction du diapason, en tout cas. Par exemple, il faut vraiment si on prend une gamme à 12 notes, ça marche moins bien. Donc ça, il faudrait que tu regardes. Ouais, ce serait avec plaisir de regarder ça. Bon, les graphes, je les ai mis dans mon livre Musique et physique quantique, donc tu peux regarder, ça donne. Et puis il faudrait quand même un petit peu, parce que ça, c'est un vrai problème que j'ai avec les physiciens, c'est que ils me disent, oui, ok, le travail de Steinheimer, ok, mais depuis, on a des précisions beaucoup plus importantes. Et en particulier, il y avait des incertitudes, tu vois, c'est les barres d'erreur qui sont... Les barres d'erreur, aujourd'hui, elles ne sont plus là, les barres d'erreur. On a des barres d'erreur qui sont quasiment... Et donc, voilà, il faudrait actualiser ça pour qu'on n'ait plus cette critique, qu'on reste sur un truc de 83 et que depuis, la science a beaucoup évolué. Il nous faut un physicien pour faire ça. Non, pas forcément. Bon, c'est pas compliqué à faire. Non, c'est vrai que c'est pas mon domaine de compétence, en fait, la physique. Bon, je suis biologiste de formation, mais en tout cas, c'est une question auquel je suis très intéressé et on peut voir ça ensemble avec plaisir. Victor, donc moi c'était une question par rapport à l'application, notamment donc on a vu que ce sont des boîtes avec des 90 décibels globalement à la sortie de boîte que l'on met dans des différents endroits, donc notamment des serres. Moi je veux savoir quels sont les renseignements ou quelles sont les observations que tu as plus ou moins récentes concernant sur l'écoute que l'on peut avoir quand il y a des gens qui travaillent autour, par exemple. Alors, je sais que tu nous avais conseillé, effectivement, nous, dans nos applications que l'on a eues, notamment pour des plantes, pour des cosmétiques, qu'on avait quelques habitations autour des serres pour des gardénias. Donc, on avait programmé les boîtes, je ne sais plus, 5 h du matin, un truc comme ça, et les autres 22 h, de façon à ce qu'on savait qu'à ces heures-là, il y avait des maisons voisines, proches, les gens n'étaient pas là. Donc, pour qu'il n'y ait pas cet effet d'écoute. Alors, première question, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a des retours plus précis sur oui ou non on peut écouter ou pas des protéoïdes calculés? Voilà, et pourquoi, un sens ou l'autre. Et puis, deuxième question, est-ce que si, évidemment, si c'est un problème, je sais que vous avez travaillé aussi sur des produits calculés mis dans l'eau, notamment l'application dans le sud-est que vous avez. Et c'est là que je fais le lien avec le BBG. Est-ce que, effectivement, nous, dans les essais qu'on a fait, on a vu qu'il y avait une efficacité effectivement de valeurs protéiques calculées dans l'eau, pour des applications notamment sur l'âge très bien, dans les essais. Et voilà. Et alors, comment avancer sur ces deux sujets concomitants? Parce que, en fait, globalement, on voit que ces différents sujets sur la vigilation se rejoignent. Il y a des parties communes qui seraient bien à faire évoluer. Mais au niveau des sons d'abord, est-ce que tu as des retours sur écoute ou pas écoute? Alors en plus cette année-là, on a des choses intéressantes. On a quelques cas, en tout cas j'en ai un en mémoire où une personne du voisinage s'était plaint du son. Elle a dit que c'était un peu dérangeant. Un cas, donc c'est sur plus de 200 applications. Par contre, à contrario, on a une nouvelle installation qu'on a mis en place en Martinique, dans des serres pour la culture de la tomate. Et donc la personne qui est l'exploitant m'a demandé d'en fait, comme c'était installé comme on faisait avec toi, donc 5 h du mat, tout ça, il m'a demandé de le décaler pour que ça démarre à l'arrivée des personnes dans les serres et que ça sonne le midi et que ça encadre la journée des personnes qui travaillent, parce que les personnes justement qui étaient les techniciens dans la serre appréciaient vraiment ces musiques-là. Et ça leur donnait une sorte de cadre de travail. Donc, après, la philosophie de travail dans cet espace-là en Martinique, ils sont peut-être portés sur ça, sur l'écoute, sur l'attention avec les plantes, et il y a ça qui a été mis en place. Donc j'imagine que ça dépend vraiment. La majeure partie des retours qu'on a sur les écoutes, en tout cas en termes les viticulteurs et les personnes qui travaillent sur site, sont plutôt contentes d'entendre la musique. Plutôt vraiment, donc c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on avait prédit au début, de dire qu'il faut éviter les risques d'exposition, ce qui est une réalité, mais à partir du moment où la personne
apprécient cette écoute-là et en redemandent, entre guillemets. Bon, on ne voit pas forcément de contre-indication, mais on a plus de retours dans ce sens-là, en tout cas. Ça, c'est important. C'était assez surprenant, surtout le cas de la Martinique, là, c'était cette année-là, où vraiment spécifiquement dire, voilà, les gens arrivent avec la musique et tout, et c'est sympa pour eux. Et vraiment, ils apprécient ça, et ça leur fait un truc. Donc, ok, merci. Et par rapport à ta question sur l'eau aussi, sur l'information dans l'eau, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu trop de retours. Alors, l'exemple du Sud-Est, c'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est le maraîcher lui-même qui a un bac de traitement où il puise de l'eau pour arroser ses serres. Et au lieu de diffuser dans les serres, maintenant il diffuse directement à côté du bac où est stockée l'eau. Et il se rend compte qu'il n'a plus de virus. On travaille sur la mosaïque de la courgette chez lui. Et voilà, il n'a plus de virus. Donc, alors, est-ce que c'est parce que le virus était présent dans le bac? Est-ce que c'était la circulation de l'eau? Est-ce que c'est l'information dans l'eau? Voilà, pour l'instant, on manque de recul sur ça. On réfléchit encore à des façons, mais je pense que c'est une bonne piste de travailler avec le PPG là-dessus et une complémentarité dans ces deux approches. En tout cas, ça a l'air de faire sens, quoi. Là, sur l'image, on voit qu'on a travaillé dans l'eau directement avec les huîtres. On a eu des bons retours. Après, l'expérimentation a été arrêtée, mais en tout cas, on a eu des résultats qui étaient intéressants sur ça. Donc, passer par l'eau, effectivement, pour peut-être, dans certains cas, éviter d'exposer trop les personnes au son, dans le cas où ce n'est pas souhaité, ça peut être pertinent. Pourquoi vous n'avez pas continué Pourquoi vous n'avez pas continué l'expérience là? Sur les huîtres? Oui, par rapport à l'eau. Est-ce que c'était trop compliqué ou, Non, alors là, vous parlez par rapport aux huîtres ou sur l'eau en général? Sur au niveau du concombre. Ah non, ça continue en fait, mais en fait, c'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est le producteur lui-même qui, par souci pratique, il a installé ça. Et c'est que chez lui, en tout cas, dans sa configuration, ça s'y prêtait bien. Il avait installé son système, dispositif, près de son bac d'eau, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que lui fonctionne, quoi. Bon, il a d'autres appareils qui diffusent dans les serres également, mais voilà, chez lui ça continue. Après, on ne l'a pas forcément transposé ailleurs, bon, parce que voilà, c'est un point expérimental. Est-ce qu'on peut généraliser à partir de là? Pour nous, c'est pas forcément suffisant. Est-ce que c'est compliqué ou En soi, c'est pas compliqué, mais il faut aussi que la personne avec qui on travaille soit en mesure de mettre en place le dispositif, qui ait son système de diffusion. Bon, il y a une certaine logistique derrière, qui n'est pas en soi, qui n'est pas infaisable du tout. Mais vu qu'on n'a qu'un seul point expérimental, on attend avoir peut-être un peu plus de validation pour le proposer plus systématiquement, quoi. Histoire d'être sûr que ça fonctionne comme ça. On ne peut pas se permettre, c'est vrai que c'est un peu le désavantage de travailler directement sur des productions, c'est qu'on ne peut pas vraiment se permettre de prendre des risques tels qu'on pourrait prendre en laboratoire. Si on rate une production, le producteur est fortement impacté, quoi. Donc on ne peut pas trop jouer avec ça. Donc on est toujours dans une démarche un peu de prudence par rapport à ça, et on met en place ce sur quoi on a un peu de recul, pour ne pas pénaliser la personne derrière. Merci. Il faudrait juste que tu reviennes sur les huîtres, parce que c'est intéressant. Alors, le but au niveau des huîtres, c'était quoi? C'était par rapport à la prolifération des algues? Non, c'était un herpès virus qui contaminait les naissins. Et bon, finalement, ça a été arrêté. C'était avec, je crois que c'était en partenariat avec l'Ifremer qui a fait surtout une partie là-dedans, il me semble. Oui. De mémoire, je n'étais pas sur ce dossier-là, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, c'était pour limiter la mortalité des huîtres. Et bon, en finalité, ça a été fait pendant 1 an ou 2. Les résultats étaient intéressants, mais il n'a pas souhaité poursuivre parce que finalement, le ratio de perte sur rendement restait intéressant sur le point de vue du prix de vente sur le marché. Donc, ça, voilà. L'intérêt économique n'était pas suffisant de leur point de vue pour poursuivre l'expérimentation. Je voudrais revenir un peu sur le principe de fond. Ouais. Là, vous avez parlé des interactions qu'il peut y avoir dans les mélodies par le biais des homonymies. Moi, je me dis que dans le corps humain, il y a je ne sais pas combien de protéines qui sont synthétisées en même temps. Donc, comment tout ça arrive à interagir? Est-ce que c'est des questions de proximité parce que c'est
des protéines qui sont très proches, donc ça joue entre elles, parce que dans une cellule, il y a plein d'autres protéines qui sont faites en même temps. Donc, on imagine une grande symphonie ou une grosse cacophonie, je ne sais pas comment on doit dire. Je pense que vous avez bien résumé la question. Et effectivement, est-ce que c'est une grande symphonie, une grande cacophonie? Alors moi, je pense que ça dépend des personnes et des organismes. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a... Alors, l'exemple qui m'est venu, c'est quand on est en forêt, par exemple, quand on se pose un petit peu, qu'on ne fait pas de bruit, on se rend compte qu'il y a plein de bruit en forêt en permanence tout le temps, quoi. Il y a plein de choses qui se passent. Et en fin de compte, si on se pose vraiment et qu'on fait un peu attention, qu'on est dans certaines raisons, on se rend compte que les bruits ne sont pas complètement au hasard, qui se répondent, qu'un oiseau répond à un truc, à une branche, à un machin. Enfin, il y a une sorte de... Certes, il y a plein de bruits, mais chacun sur leur niveau de fréquence, chacun sur leur niveau d'interaction. Et donc, disons que ma vision personnelle, après, c'est vrai que ça, on n'a pas réussi à faire un micro assez petit pour écouter ce qui se passe dans une cellule jusqu'à aujourd'hui. Ça viendra peut-être un jour, ce serait génial. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, effectivement. Il y a beaucoup de synthèse de protéines. Et d'où l'idée que ces choses-là puissent, quelque part, voilà, aller vers une sorte d'harmonie qui favorise, plus on est dans un système harmonieux, plus on joue ensemble, plus le système est fluide, quelque part. C'est un peu la vision que j'en ai, c'est un peu, voilà, et que plusieurs sons peuvent être au même moment, plusieurs choses peuvent être différentes, parce qu'il n'y a pas que la synthèse des protéines, il y a plein de choses qu'on peut regarder sur le prisme de côté ondulatoire, il n'y a pas que ça. Donc, je pense que là, nous, on aborde vraiment un aspect de cette question-là, que c'est un champ qui est extrêmement large et que ça ne se limite pas simplement à la synthèse des protéines. Et donc, pour moi, voilà, il y a cette notion de champ d'information avec lequel on interagit, quoi, qui est certes très complexe, mais voilà, c'est comme dans... Voilà, il y a plein de bruits sur lesquels on est en permanence connecté, mais pourquoi est-ce qu'on reçoit cette information et pas une autre? Pourquoi est-ce qu'on arrive quand même à discuter alors qu'il y a du bruit autour? Ouais, il y a parce qu'il y a une façon de se focaliser sur une information en particulier, quoi. C'est d'où l'idée de résonance, d'où l'idée de... Voilà. Après, spécifiquement, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse, c'est des modèles qu'on arrive à avoir en tête. Peut-être que Marc a aussi... Marc-Henri a des idées là-dessus, sur la façon dont l'information... Moi, j'ai une réponse très simple, c'est que quand on écoute un orchestre, tout va bien, puis s'il y a une fausse note, on la voit tout de suite. Hein. Il y a beau avoir plein d'accords musicaux, il y a bien avoir les musiciens, s'il y en a un seul qui fait une fausse note, il est tout de suite identifié, et donc ça donne, on sait sur quoi agir. Parce qu'il faut voir que tout ça, c'est une harmonie. Et que quelque chose, une maladie, ça va se traduire par une disharmonie, et on identifie tout de suite, même si c'est très complexe, où est le problème, et à ce moment-là, on peut intervenir. Puisqu'on voit bien. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un problème qui est... Bon, c'est vrai qu'il y a des millions de protéines dans une cellule, mais elles sont toutes en harmonie. Il n'y a pas de fausse note. Normalement, si on est en bonne santé, il ne doit pas y avoir de fausse note. Et du coup, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quand on choisit de calculer une protéodie, donc par rapport à la détermination des structures rythmiques et des éventuelles mêmes protéines pour la même fréquence, c'est vraiment cette idée-là qui vous guide d'harmonie et d'équilibre, comme une sorte d'intuition, où il y a vraiment des aspects techniques qui vous disent, bon, on est sûr que c'est ça. Alors, d'une part, il y a ce qu'on a montré là sur l'aspect des homologies, donc on se dit, voilà, cette partie-là de la protéine, musicalement, elle répond à ces autres protéines-là. Il y a un échange, c'est factuel. Quand on prend une séquence, c'est un calcul mathématique. Enfin, on voit la proximité en termes d'information entre différentes protéines et on imagine que cette protéine-là, si elle interagit avec d'autres protéines qui sont aussi dans le même sens métabolique de ce que l'on essaie de faire, par exemple, on va travailler sur une défense contre une toxine chez une plante, et en même temps que ça renforce sa défense contre la toxine, il y a aussi tout le système immunitaire d'autres niveaux qui vont venir, d'autres choses, des sucres qui vont être en place pour ça. Pour nous, c'est cohérent, ça fait sens en fait d'un point de vue métabolique, et ça fait sens d'un point de vue harmonique, quoi. Après, la façon dont on le décode musicalement, c'est vraiment cette question de... C'est forcément subjectif de mettre en évidence des structures musicales qui nous paraissent musicales. Là-dessus, il y a du ressenti. Après, bon, on est aussi dans l'idée que on est vivant aussi, donc ces choses-là se passent en nous également. Donc, quelque part, ce ressenti n'est pas purement fantaisiste de notre point de vue, quoi. Il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus.
Est-ce qu'on est sûr d'être 100% exact dans la façon de faire la cadence, le machin, tout ça? Non, c'est sûr que non, et je pense qu'il y a beaucoup à... Enfin, on cherche à avancer dessus également, quoi. Avoir un peu des éléments, des clés, un peu de compréhension. Pourquoi est-ce que tel fragment aurait cette rythmicité là? Pourquoi pas? Voilà. Ça, c'est des questions qu'on se pose toujours. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se file beaucoup... d'une part, voilà, visuellement, même quand on écoute, quand on joue, par exemple, on va prendre une succession de notes correspondant à une protéine, en les jouant naturellement, note par note, le cerveau crée quelque chose, quoi. Il y a un truc où ça paraît logique, il y a une chose qui se met en place naturellement, en fait, sans forcément y penser. Voilà, donc on essaie d'être sensible à ça aussi. Je sais pas si ça répond à la question. Non. Quand on traite les produits chimiques des plantes, on les impacte de façon négative. Il y a aussi des effets néfastes sur le personnel. Est-ce qu'avec la musique, vous avez pu observer des effets bénéfiques sur le personnel qui travaille dans les serres, qui sont en contact avec le végétal et... Bon, alors, ma vision personnelle, en tout cas là-dessus, il y a l'exemple que j'ai pris là pour notamment la Martinique, mais c'est aussi vrai à d'autres endroits où les personnes aiment bien venir travailler avec ces musiques-là. On a le cas de ce maraîcher-là en Martinique qui lui... Alors, il y a le concept de mettre de la musique, il est enthousiasmé par rapport à ça, ça lui apporte... Alors, à quel niveau? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est le ressenti? Est-ce que c'est machin? Après, j'ai l'impression aussi que, quoi qu'on fasse, derrière chaque plante qui est cultivée, il y a un être humain qui travaille, quoi. Donc, il y a une connexion entre le côté agricole, le côté production, et il y a l'individu, en fait, l'être humain avec qui on interagit, nous. En fait, on interagit avec l'humain et avec les plantes. Donc je pense que c'est un système qui est assez complet. C'est un peu la notion en physique quantique, par exemple, où il n'y a pas de vraie séparation entre le sujet qui observe et l'objet qu'on observe, quoi. Il y a une sorte de continuité. Et c'est un peu cette même logique-là, quoi. C'est que si les plantes vont mieux, mécaniquement ou énergiquement ou ce qu'on veut, la personne qui cultive ces plantes va aller mieux, quoi. Voilà, il y a cette relation-là. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un effet direct des protéodies sur la personne. Il y a des personnes qui nous ont... Des cultivateurs qui nous ont relevé ça, qui se sentaient bien. Ils écoutaient la musique tous les matins depuis chez eux, parce que ça diffusait dans le champ à côté, et ils se sentaient mieux. Bon, après, on n'est pas allé faire des mesures ou quoi. Et voilà, après, des personnes qui sont plus satisfaites de leur travail, ou aussi l'impression de moins mettre d'intrants, de moins polluer. Donc, je pense que c'est une question qui est quand même assez riche, assez complexe. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans cette question-là. Mon ressenti, c'est qu'effectivement, quand ça se passe bien pour les plantes, ça se passe bien pour la personne. C'est mon constat après des années sur le terrain. Est-ce qu'il peut y avoir saturation? Saturation, oui, ça peut. Et du coup, on essaye toujours là, je vous ai parlé pour l'expérimentation sur les petits pois, on était à 5 minutes par jour, parce qu'on a testé 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on a essayé différentes choses à différents volumes. On se rend compte qu'il y a un certain niveau où l'information va quasiment faire l'effet inverse, quoi, parce qu'on diffuse trop. Maintenant, en plein champ, on prend pour règle de base de mettre le minimum. Donc, par exemple, pour l'esca, sur le champignon qui attaque la vigne, on met 2 séquences, ça fait environ 7 minutes. Donc, une le matin, une le soir. Et si jamais on a plus d'expression de la maladie, une pression qui est assez forte et la plante qui exprime des symptômes, on va augmenter, mettre une 3e diffusion. On ne va pas aller au-delà de ça. Parce que, après, on estime qu'effectivement, plus c'est tous les jours répété, donc il y a une accumulation d'informations et il y a quelque chose qui peut déranger la plante. Également, on demande quelque part à l'organisme de prendre une certaine direction métabolique, une certaine voie de synthétiser certaines choses, forcément en dépit d'autres. Son énergie va dans une direction, son énergie métabolique dans une direction plutôt que dans une autre. Donc il n'y a pas que la maladie qu'elle a à gérer. Elle doit gérer sa croissance, elle doit gérer la fructification, elle doit gérer plein de choses, la photosynthèse et tout ça. Donc ça peut, il y a ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte également. Il y a d'autres questions? Non. Merci Victor Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Merci.